Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouvel opus du podcast Avenir Dirigeant, un podcast réalisé par Adinvest Network à destination des dirigeants d'entreprise, mais pas que. Je suis Nicolas Stockel et j'ai le plaisir de reprendre le flambeau après Carla de Collière pour l'animation de ce podcast. Pour cet épisode, enregistré juste avant les fêtes de Noël, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir le général Pierre-Joseph Givre, un homme au parcours riche et diversifié et dont la vision du monde et de notre société m'a semblé particulièrement intéressante. Pour tout vous dire, lors de cet enregistrement, au-delà de ce qui nous relie lui et moi, la montagne, j'ai pris une véritable leçon de géopolitique économique. On se retrouve sans plus tarder avec le général des armées Pierre-Joseph Givre, actuel directeur du service national et de la jeunesse du ministère des Armées. Donc, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le podcast Avenir Dirigeant, consacré à une personne de la société militaire, le général Pierre-Joseph Givre, en cette presque veille de Noël. Donc, je suis Nicolas Stockel. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode, le dernier épisode de l'année. Épisode au cours duquel on va pouvoir échanger sur un certain nombre de sujets et pas simplement que militaires. Général, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour Nicolas. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est toujours très intéressant de pouvoir partager avec des personnes qui sont pas forcément issues que de la société civile ou du monde de l'entreprise. Je sais, pour avoir eu plusieurs échanges avec d'autres personnalités militaires, que souvent le fonctionnement de l'armée et le fonctionnement des entreprises est assez similaire par certains points. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir aborder ces sujets-là. La raison pour laquelle je me suis permis de vous contacter, et merci d'avoir accepté, ben, c'est parce que on est tous les deux passés, alors vous peut-être un peu plus longtemps que moi, parmi les troupes alpines, et j'en garde un excellent souvenir. Ce que je vous propose, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ben, c'est peut-être de nous partager un petit peu votre parcours au sein de cette grande institution, et puis on évoquera quelques sujets ensuite de société plus actuels. Oui, d'accord, merci. Donc en fait, moi j'ai plus de 30 ans de carrière. C'est une carrière qui est articulée, une carrière militaire qui est articulée autour du commandement de soldats de montagne, comme vous l'avez évoqué, également du commandement en opération extérieure, et puis diverses fonctions au sein des états-majors, notamment à Paris, mais pas seulement, dans le domaine de la stratégie, de l'innovation, de la réflexion doctrinale. Donc j'ai commencé ma carrière en 1988 après avoir fait Sciences Po à Lyon. Je suis originaire du département de l'Ain et j'ai toujours eu le regard tourné vers les Alpes depuis ma maison et également très intéressé par l'histoire militaire, celle de la résistance. Et en plus aimant beaucoup le sport. Et déjà la montagne, même si je la pratiquais simplement vraiment en amateur, que je me suis orienté vers les troupes de montagne en ayant fait d'abord Saint-Cyr, que je ne connaissais pas, je connaissais simplement par le défilé du 14 juillet, par quelques images de Saint-Cyriens, notamment euh, montant à l'assaut, sabre au clair et avec le casoir pendant la Première Guerre mondiale. Et par un concours de circonstances heureux, comme souvent quand on n'est pas issu du monde militaire, j'ai rejoint Saint-Cyr, mais toujours avec l'idée de rejoindre des troupes de montagne. Et après Saint-Cyr, j'ai servi au 27e bataillon de chasseurs alpins. C'était l'unité que je voulais rejoindre à Annecy. C'était exceptionnel comme passage là-bas. J'y ai passé 8 ans, à la tête d'abord de soldats appelés, et puis après de soldats professionnels. J'ai eu la chance, ensuite, parcours à Paris, préparation de l'école de guerre. J'ai réussi l'école de guerre. Ce qui nous en fait prédispose à pouvoir espérer commander un bataillon, un régiment en fait. D'accord. Et moi, ce que je voulais commander, c'était le 27e BCA que j'ai pu commander entre 2009 et 2011. À l'issue de ce commandement, j'ai rejoint Paris pour faire le centre des hautes études militaires et l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Ensuite, j'ai servi à Paris chez le gouvernement militaire à Paris, puis à Lille,
dans les forces terrestres, c'est-à-dire pour la préparation à l'engagement de l'armée de terre. Et puis je suis revenu à Paris pour traiter de stratégie auprès du chef d'état-major des armées, d'innovation et de transformation digitale. Voilà, après j'ai eu la chance de devenir officier général et de nouveau venir commander dans les troupes de montagne à Grenoble, la 27e brigade d'infanterie de montagne. Une brigade, c'est 8000 soldats Oui, d'active une belle entreprise déjà, 8000 et personnes. quelques-uns de réserve. Ouais, oui, c'est un voilà, très très beau, extrêmement intéressant, passionnant. On pourra peut-être revenir là-dessus parce que là j'ai eu l'occasion beaucoup d'interagir déjà à Annecy, mais à Grenoble avec l'écosystème civil. Euh, Entre-temps, je suis parti en opération à plusieurs reprises. En Guyane française, en, en Afghanistan, en Irak et au Mali, d'où je reviens. Enfin, j'y étais entre 2020 et 2021, où j'ai passé là-bas un an comme chef d'état-major de la force des Nations Unies. Ensuite de ça, j'ai fait de la réflexion. J'étais le directeur du centre de doctrine de l'armée de terre au moment de la guerre d'Ukraine et voilà, sur laquelle on a beaucoup réfléchi, beaucoup observé, fait des propositions d'évolution. Et puis là, depuis le mois d'octobre, je suis le directeur du service national de la jeunesse. Voilà un peu résumé en quelques minutes une carrière très riche, en tout cas passionnante pour moi. Et effectivement, un parcours très complet, très diversifié, avec à la fois de l'opérationnel, du terrain, et puis des missions beaucoup plus dans la stratégie, dans la réflexion. De ces deux aspects, pour vous, c'est intéressant au même niveau. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Je sens bien que vous revenez régulièrement sur le terrain. Qu'est-ce qui Non, vous mais attire le plus? c'est les deux. Et en fait, depuis le début, dans ce métier militaire, ce qui m'intéressait, j'ai fait Sciences Po, c'était pas par hasard, hein, c'est que j'étais très attiré par les questions politiques. Et là, la politique, c'est la stratégie. Mais j'étais aussi quelqu'un qui adorait l'engagement physique, qui avait une appétence pour le commandement, parce que dans le civil on dit le management, en fait la relation aux autres. En fait voilà, et en fait de la stratégie jusqu'au terrain, vous avez le sens, les voies et les moyens au sens de la ressource humaine hein, avec laquelle vous allez fraternellement vous unir et agir. Et puis, bien sûr, les moyens au sens des capacités des équipements, notamment. Et en fait, il ne peut pas y avoir de bons stratèges sans excellente connaissance du terrain. Et la connaissance seule du terrain ou l'expérience du terrain ne suffit pas à faire un bon stratège. Donc, vous avez cette combinaison entre une vision, et la vision, c'est une réflexion obligatoirement intellectuelle. Les voies, c'est comment on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est comme en montagne, je vois derrière, c'est la barre des écrins, c'est ça? C'est ça, tout à fait, une de Voilà. mes courses Et préférées. vous savez, ouais, et vous savez très bien que pour atteindre ce sommet, on va dire la vision, votre objectif, c'est ça. Eh bien, vous avez plusieurs voies d'accès. Des voies directes, des voies indirectes. Les circonstances vont décider de quelle voie vous allez prendre. Vos propres capacités vont décider. Quand je disais les circonstances, ça va être les circonstances. Est-ce que je suis autorisé à prendre un risque calculé mais maximal, ou je ne veux pas prendre de risque maximal? Ça dépendra de votre adversaire. L'adversaire en montagne, ce sont les conditions climatiques, les conditions d'enneigement, l'état des séracs, par exemple. Mais c'est également votre propre état physique, votre propre état mental, celui de ceux qui vous accompagnent sur votre cordée. Et puis également, finalement, pour nous qui sommes en responsabilité, aussi l'état d'opinion. Qu'est-ce que le peuple français accepte dans l'engagement militaire? Jusqu'à quel degré il souhaite que la vie, enfin il souhaite, ou il accepte que la vie des soldats français soit en jeu, qu'ils versent leur sang, pour quelle cause? Et tout ça, il y a seul le chef peut l'analyser, le comprendre et ensuite finalement définir le cadre de son action et la marge de liberté d'action qu'il aura pour remplir sa mission. Il y a beaucoup j'entends dans ce que vous dites, mais ça ne me surprend pas, je l'avais déjà entendu dans certains de vos interventions, certaines de vos interventions, beaucoup de similitudes avec la vie de l'entreprise, avec la vie de l'entrepreneur, alors qu'on peut appeler chef, qu'on peut appeler dirigeant, qu'on peut appeler manager, il y a plusieurs mots possibles pour déterminer son rôle, mais effectivement, on retrouve ces aspects-là. Prendre des décisions en zone de risque, savoir jusqu'à quel niveau on peut effectivement
engager son entreprise, son personnel, et c'est vrai que c'est très similaire, donc c'est toujours très intéressant. J'avais eu l'occasion d'échanger avec l'amiral Rogel il y a pas si longtemps que ça sur la partie marine, et lui il avait un peu comme vous l'avez, il avait une vision très pragmatique et très entrepreneur de l'armée, de la marine en l'occurrence. C'était très intéressant. Oui, je pense que le pragmatisme, si on en revient à la stratégie, donc vous avez bien compris que ce n'est pas qu'un exercice intellectuel, c'est de facto un exercice. Il y a une partie intellectuelle, mais il y a une partie de mobilisation des autres intelligences. C'est pour ça qu'on parle à la fois d'art et de science, ou de science et d'art, l'un n'étant pas opposé à l'autre, mais extrêmement complémentaire. Et c'est relié à une réalité. Donc en fait, une réalité matérielle, qu'elle soit physique et psychologique par rapport aux hommes, aux hommes et aux femmes, bon, je dis hommes avec un H majuscule, hein, aux hommes qu'on commande, qui vont être engagés au combat, mais également par rapport à la population française, par rapport aux autorités politiques françaises et par rapport à nos adversaires et à la population du pays, par exemple à l'étranger, au sein duquel on va évoluer. Et ce sont tous ces, parmi d'autres paramètres, il y en a de nombreux autres, qui sont à la fois matériels et immatériels, qui vont impérativement devoir être liés à la réflexion et à la vision. Si c'est pas le cas, vous courrez à la très grande catastrophe parce que vous aurez une distorsion et la réalité vous renverra très vite à cette distorsion qui en plus sera bien sûr exploitée par l'adversaire, sauf si l'adversaire est mauvais, mais c'est de plus en plus rare les adversaires qui Oui, n'ont pas réfléchi. tout le monde réfléchit aujourd'hui effectivement et navigue entre ces niveaux opérationnels et stratégiques pour avoir une action cohérente. Je voudrais juste qu'on s'arrête, si vous le voulez bien, quelques minutes, pas très longtemps, même si c'est un sujet toujours un peu difficile, un peu brûlant sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Ukraine aujourd'hui. Alors, sous réserve que vous puissiez effectivement échanger sur ces sujets-là de manière autorisée, j'allais dire. Comment vous avez vécu ça de votre point de vue? Quelle a été la vitesse de réflexion, de mise en route, d'action qu'on vous a demandé par rapport à ces sujets-là, de manière générale? Oui, effectivement, à l'époque, j'étais le directeur du centre de doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre, et donc on s'est saisi évidemment, enfin on s'est saisi tout de suite du sujet. Ce qui est intéressant, c'est tout à fait public. Euh, Quelques jours avant le déclenchement d'Ukraine, nous avions organisé un colloque de réflexion sur la guerre d'aujourd'hui et la guerre de demain, et nous avions eu finalement le nez, si on peut dire, je sais pas, on peut dire comme ça, en tout cas le flair, d'avoir invité deux personnalités qui en fait nous ont comment dire alertés et sur les dangers qui existaient. L'un étant le général Martin, qui est ancien attaché de défense à Moscou, et nous avions parlé des risques de guerre en Ukraine, et il nous avait notamment très très bien décrit les forces et faiblesses des Russes. C'est ce qui s'est révélé. Euh, Leur force, la masse, l'extrême discipline, la concentration des efforts, des moyens industriels, des stocks colossaux, et puis surtout une inscription dans la durée. Genre pas de logique comme nous dans nos démocraties court-termistes, mais on s'inscrit dans la durée, dans l'histoire. Donc c'est pas si ça dure un an, deux ans, trois ans, c'est pas finalement un sujet. Bon, idéalement, il faut que ça dure pas très longtemps, mais ils sont capables, toute leur vision stratégique s'inscrit dans la durée. Contrairement à la nôtre qui est tenue au temps démocratique, qui est beaucoup plus court, donc, qui la rend plus aléatoire. Et puis on avait invité un général israélien, le général Ortal, qui était mon équivalent, pour parler également de sa vision de la situation militaire et sécuritaire au Moyen-Orient. Voilà, et il était très lucide sur la montée en gamme, sur la montée en puissance du Hezbollah et du Hamas, et on a vu ce qui s'est passé. Donc, ouais, il y a quand même Voilà, un vrai fond d'informations si on revient. que vous détenez ouais, pour pouvoir travailler là-dessus. Oui, mais c'était un colloque ouvert, un séminaire ouvert, donc en fait c'est partagé. D'accord, Alors c'était ça de aussi c'est très discussion. intéressant. Enfin, c'était des échanges sur des analyses de stratégie militaire par rapport à
à une montée des périls qu'on voyait. Donc, si on revient à l'Ukraine, pour nous, c'est une surprise attendue en fait. Bon, le chef d'état-major des armées, et dès qu'il était même chef d'état-major de l'armée de terre, Jean Burkhardt avait évoqué cette idée de la possibilité d'un retour des guerres dites de haute intensité et à dominante conventionnelle en Europe. Aujourd'hui, on peut dire aux marges de l'Europe. On, et ce qu'on observe, ce qui m'a quand même surpris sur cette affaire, même si c'était attendu, c'est plusieurs points. C'est là d'abord que les Russes aient osé et envisagé d'attaquer Kiev. Moi, je pensais que le conflit allait se limiter à la zone du Donbass, là où il est maintenant aujourd'hui, du Donbass et jusqu'à Odessa. Donc ils été extrêmement gourmands, probablement ils ont été excessivement optimistes. Ça, on pourra peut-être en discuter. Ça, j'étais très surpris. Et puis j'étais aussi surpris, je vous le cache pas, par la capacité ukrainienne à résister avec énormément d'intelligence. C'est plus l'armée ukrainienne de 2021 n'était pas plus l'armée ukrainienne de 2014. Et ça veut dire qu'en 7 ans, vous pouvez changer radicalement. Comme le Hamas d'aujourd'hui n'est pas le Hamas d'il y a 5 ans, ou de l'opération Plomb durci à l'époque, ou encore moins celui de 95, quand les Israéliens quittent Gaza. Mais et ça c'est la vraie leçon, c'est que l'ennemi peut changer très vite, peut se reconfigurer. Regardez les Azéris aussi par rapport à l'Arménie. Une sous-performance incroyable après dans les années 90, après la chute du mur, face aux Arméniens. Les Arméniens ne changent pas, ne modifient pas leur doctrine, ne réfléchissent pas différemment, sont très sûrs de leur force, considèrent, je pense, les Azéris comme finalement inférieurs, inférieurs pour plein de raisons, je sais pas, enfin en tout cas inférieurs militairement, incapables de se remettre en question, etc. Et en fait s'intoxiquent eux-mêmes sur la réalité et se font laminer en 48 heures. C'est un peu c'est le paradoxe pour les Israéliens qui eux sont beaucoup plus lucides, très critiques, se remettent en cause constamment, mais ils se font quand même surprendre par le Hamas que personne n'avait vu au niveau du Hezbollah finalement. Personne ne l'avait vu complètement au niveau du Hezbollah. Donc moi, ça m'incite à une chose, c'est que jamais rien n'est acquis, c'est que l'ennemi n'est jamais un autre nous-mêmes, jamais, jamais, il est lui-même, que l'ennemi, moins il a de moyens apparents, capacitaires, en tout cas en apparence, plus il va trouver des moyens de contourner notre puissance, qui elle est fondée sur des référentiels relativement, on va dire, stables, constants. Et donc, jamais, jamais j'ai sous-estimé aucun adversaire, où qu'il soit. Voilà, aujourd'hui n'est pas hier, et demain sera encore différent. J'allais dire, ouais, ça vous faites la transition parfaite. On peut aborder ce sujet maintenant. Quelle est un petit peu votre vision ou comment vous voyez l'évolution sur 2024-2025 d'une manière un peu globale, un peu, j'allais dire un peu géopolitique, hein. Donc nous de notre petit pays français, mais il y a l'Europe Ouais. autour de nous. Il y a effectivement l'Europe de l'Est pas loin et puis la Russie à nos portes. Il y a les tensions entre la Chine et les US. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion, ces Moi, différents moi, ce sujets, que ça différents m'amène points de comme flexion? réflexion, ouais, moi, je suis pas quelqu'un du tout de pessimiste, donc voilà, et je le reste. Moi, ce que j'observe, si vous êtes un observateur lucide, vraiment lucide, on n'est pas sans être un catastrophiste. Il y a le feu sur toutes les marches de l'Europe. Il y a le feu sur la frontière de l'OTAN et de l'Union européenne avec la Russie, avec l'Ukraine comme épicentre, mais il n'y a Ouais. pas que l'Ukraine, des tensions sont partout, du Grand Nord arctique jusqu'au Caucase. Il y a le feu dans le Caucase, il y a le feu aux frontières sud de la Turquie, dont je rappelle qu'est un membre de l'OTAN, et les Mhm. frontières sud, c'est l'Irak, et c'est le nord de la Syrie où il y a toujours des combats féroces entre Daesh, entre Al-Qaïda, entre les forces syriennes, les forces russes, les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les Kurdes, C'est vrai qu'on avec a tendance à un peu l'occulter parce que l'Ukraine a pris beaucoup de place ces derniers temps, puis le Hamas, mais il y a toujours effectivement oui. cette zone-là très, très Ah enflammée. ouais, ouais, extrêmement, extrêmement chrysogène.
même en guerre, avec des groupes terroristes qui sont toujours très actifs, que ce soit ceux d'Al-Qaïda ou ceux de Daesh qui ressurgit, en tout cas à certains endroits. Vous avez une activité russe extrêmement forte. Vous avez ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, avec vous continuez, vous avez une activité iranienne incroyable. Je souligne aussi que c'est quand même incroyable. Je pense que le mot le moins prononcé dans la guerre de Gaza, c'est l'Iran, alors que l'Iran est derrière systématiquement toutes les actions contre Israël et contre les forces occidentales. L'affaire des Houthis, enfin du Yémen, avec ce qui se passe dans les trois de Bab el-Mandeb en mer Rouge. Vous passez sur l'Afrique, vous avez la situation catastrophique au Soudan, une guerre civile majeure, dont il ne faut jamais oublier que le Soudan est limitrophe de Djibouti, où il y a une très forte base française, que le Tchad, que le Soudan est limitrophe du Tchad, le Tchad étant l'allié majeur de la France en Afrique subsaharienne aujourd'hui, même le dernier allié majeur, et que vous avez l'Égypte au nord et la Libye, l'Égypte étant un partenaire stratégique majeur de la France. Et vous avez eu un acteur modérateur dans la crise au Moyen-Orient. Vous repartez au Sahel. Le Sahel, tous les pays du Sahel que nous avons quittés, contraints et forcés, sont à feu et à sang, avec une ingérence russe et d'autres compétiteurs majeurs. Vous avez, heureusement pour l'instant, le Maghreb qui tient, même s'il a connu des secousses très fortes, même s'il y a des tensions très fortes entre le Maroc et l'Algérie. Et en Tunisie, la situation est difficile, et j'en ai parlé de la Libye qui est en guerre civile. Enfin, il faut quand même qu'on soit très lucide. Et quand vous parlez de la Chine, l'activité chinoise est extrêmement forte, effectivement, en Asie. Elle est forte également, en Asie. On imagine toujours les activités chinoises par rapport aux questions maritimes. Mais en fait, derrière les questions maritimes en Asie, ce sont les questions de territoire, ce sont les questions de l'équilibre avec la Corée du Nord, mais également des tensions qui peuvent exister entre la Chine au niveau terrestre, entre la Chine et l'Inde. Encore une fois, l'Inde, partenaire stratégique majeur de la France, principal. Donc vous voyez qu'on est dans une situation extrêmement tendue, tout ça avec des résurgences sur le territoire national, des ingérences sur le territoire national, de la part de puissances et des groupes terroristes toujours. Donc ça fait quand même un cocktail extrêmement détonnant. Là, le point, je vais dire, d'espoir, c'est que finalement Poutine a réveillé l'Europe endormie. Je ne parle pas de la France, qui a toujours été extrêmement active sur le plan stratégique, qui a assumé ses responsabilités mondiales, y compris en acceptant de payer le prix du sang de ses soldats, et on l'a payé cher en Afghanistan et encore au Sahel il y a quelques semaines, enfin quelques mois et pendant plusieurs années, depuis 2013. Mais tout le reste de l'Europe était totalement endormi, se reposant uniquement sur la sécurité comment dire, fournie par les Américains. Donc là, voilà, et Poutine nous a réveillés, comme disent les anglo-saxons, c'est un wake-up call heureux, mais ne nous endormons pas parce que je vous le dis, tout est à feu à sang et personne n'aurait imaginé ce qui se passe à Gaza il y a quelques semaines. Personne. Je pense que l'adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, vous avez complètement raison. Et en fait, derrière, qui veut la paix prépare la guerre, ça va, vous s'en souvenez, je vous parlais tout à l'heure de stratégie, une vision des voies et des moyens. C'est en fait les voies. La tendance occidentale, je parle occidental, on va mettre les Américains à part, mais c'est pas assez normal, c'est que nous, on croit à la paix, on veut la paix, on a des systèmes d'état de droit et de régulation socio-économique, un contrat social qui prône la paix. Et l'état de guerre est une exception. C'est même une exception, c'est abhorrer la guerre, et l'ONU est l'expression suprême de ce rejet de la guerre. Mais l'erreur fondamentale commise, mais on la constate aussi dans les relations même internes à notre société, c'est que nous raisonnons intellectuellement, nous raisonnons autour des valeurs, et l'usage de la force, c'est l'ultima ratio. Il y en a d'autres qui utilisent d'abord leurs muscles, et que si nous ne montrons pas nos muscles, nous prendrons le premier coup dans la tête. Et que certains considèrent que utiliser ces muscles et la force est aussi légitime que de dialoguer ou d'entretenir une relation diplomatique ou d'échanger des valeurs. Sauf qu'il y a des gens qui ne veulent plus négocier, des gens qui veulent imposer leurs valeurs, leurs idées,
Et ces gens-là, que ce soit des terroristes ou que ce soit la Russie aujourd'hui ou la Chine, il n'y a qu'une solution pour les stopper si nous n'arrivons pas à les convaincre de manière diplomatique, c'est de leur faire comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser et que nous sommes capables d'utiliser la force pour les stopper. Et effectivement, et donc ça résume bien effectivement Alors, les enjeux et les poids des différents blocs aujourd'hui, parce que même si les Américains sont nos alliés, ils sont d'abord américains avant tout. Donc ouais, c'est vrai qu'il faut que l'Europe se débrouille à un moment donné. c'est non. En tout cas, je pense que dans cette affaire, sur cette affaire, c'est la complémentarité, c'est-à-dire et c'est la complémentarité. Mais quand vous êtes complémentaire, quand vous êtes solidaire, le danger, c'est de se dire que l'autre sera toujours là pour vous. Or, un vrai partenariat, un vrai équilibre, mais c'est dans le monde de l'économie quand on fait une acquisition ou quand on fait un deal avec une autre entreprise ou un fournisseur, il faut jamais se trouver dans une situation de dépendance. Même si cette personne, vous voyez qu'elle a intérêt à travailler avec vous, elle peut avoir d'autres intérêts un jour. Voilà, De Gaulle disait les États n'ont ni amis ni ennemis, ils n'ont que des intérêts. Donc nous, si on raisonne comme ça, l'Europe ne doit pas être dépendante des États-Unis. Elle doit être un partenaire majeur, elle doit être un partenaire responsable. Et c'est cette responsabilité qui fera que les États-Unis nous seront redevables. C'est pas un état de faiblesse, une dépendance absolue. Elle vous met en vulnérabilité maximale parce que la priorité américaine, c'est pas l'Europe aujourd'hui, Ah oui, c'est pas le Moyen-Orient, on est d'accord. c'est le Pacifique, c'est la Chine. Ouais. Oui, ils sont tournés de l'autre côté, hein, évidemment. Oui, et s'ils sont intervenus aussi massivement en Europe, par rapport aux Russes, c'est un signal d'abord donné aux Chinois de la puissance militaire américaine qui est de retour et de la supériorité stratégique et probablement cognitive ainsi que technologique des Américains dans leur manière de faire la guerre. C'est un signal, en fait, c'est un signalement stratégique donné aux Chinois. C'est le muscle qu'on montre pas directement, mais qu'on montre par rapport à une autre situation pour dire n'essayez pas d'attaquer Taïwan, nous sommes Ouais. supérieurs. Nous sommes Oui, supérieurs, vous êtes inférieurs. À ne on est pas là oublier et on sera aussi vigilant là-dessus, oui, tout à fait. ça, et à ne pas oublier que ça s'inscrit, à ne pas oublier, c'est très important, j'ai pas parlé, ça s'inscrit aussi dans un rapport de force, une dialectique nucléaire. Mais la dialectique nucléaire des puissances dotées ne peut pas se contenter ou s'appuyer uniquement sur le fait de disposer de l'arme nucléaire, parce que vous comprenez bien que c'est une escalade qui peut mener aux extrêmes, et que il y a une variation dans ces dialectiques, qui est l'utilisation des forces conventionnelles et de la démonstration de force conventionnelle sur le terrain, comme c'est fait aujourd'hui en Ukraine, hein, par Ukrainiens interposés. Et ça, c'est un signalement stratégique, c'est le signalement de votre force, de votre détermination. Et ça s'inscrit dans cette dialectique. Et on voit qu'aujourd'hui, Russes comme Chinois sont beaucoup plus en retenue euh, par rapport notamment aux menaces proférées, par exemple, à l'égard de l'OTAN. Merci pour ce cours de géopolitique très intéressant et particulièrement accessible. Du coup, juste pour aller un petit peu plus loin sur le secteur de l'entreprise et civil, euh, on voit bien aujourd'hui que nos amis entrepreneurs, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'entreprise, naviguent à vue. On est en pleine zone d'incertitude aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué de faire des prévisions à plus de 3 mois. Alors, je parle pas des grands groupes qui sont des gros navires qui sont lancés et puis eux, il leur faut 2 ans, 3 ans pour commencer à changer de cap. Donc, de toute façon, leur feuille de route est à peu près écrite. Et je parle pour 90% des boîtes aujourd'hui en Europe, je parle de l'Europe, hein, qui constituent notre tissu économique. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces dirigeants pour les aider, pour les éclairer, pour les rassurer peut-être sur justement ce climat d'incertitude qu'on vit au quotidien. Enfin, moi, je le constate tous les jours. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas du pessimisme, c'est pas du défaitisme. C'est sûr qu'à un moment donné, on sent que bah, c'est perturbé, le climat est difficile globalement, et on a du mal à trouver les bonnes clés. Bon, moi, je pense que c'est comme malheureusement, euh, je pense que cette incertitude ne va faire que grandir et grossir. On voit bien que comment le multilatéralisme est en mort cérébral, que la régulation mondiale implose,
et que vous avez l'émergence de compétiteurs, que ce soit au niveau économique ou militaire, de tout type, très hybridés, étatiques, non étatiques. Donc, les ingrédients, les facteurs d'incertitude se multiplient. Ce qui veut dire que, moi, je dirais la première chose, c'est de dire, en fait, qu'on change de paradigme, qu'on considère que l'état de paix, finalement, celui que, finalement, qu'on a heureusement connu pendant nos 30 glorieuses à nous, hein, pas celle de l'époque du général de Gaulle, mais c'est post-guerre froide, pendant 15 ans, où finalement, il y avait un horizon de pacifique, d'une mondialisation heureuse. En fait, c'était une parenthèse historique, et que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est des tensions, des crises, des conflits, encore une fois, qui peuvent en revanche se réguler si on monte notre détermination à les réguler selon nos références. Donc le chef d'entreprise, à mon avis, doit considérer que cet état d'incertitude, c'est l'état normal et que l'état de non-incertitude, de certitude, c'est un état d'exception. Donc C'est déjà, vous allez l'exception, ouais. changer votre approche. En fait, un peu comme un montagnard que vous êtes, que je suis, vous savez que vous allez faire une planification, faire une analyse, et puis comme à la guerre, et qu'il y aura des frictions, et que le brouillard peut se lever, que l'état de la neige que vous avez imaginé, ben c'est pas celui que vous allez rencontrer. Et en fait, vous êtes déjà intellectuellement tout à fait, vous avez une forme de sérénité parce que vous ne maîtrisez pas l'incertitude, mais vous l'avez intégré comme étant un facteur normal de votre De la de route la qu'on va vie suivre. ou de votre mission. Ouais, ouais. Donc voilà, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que bien sûr, il faut s'appuyer sur des données objectives, même si en économie, j'ai beaucoup de doutes, comme dans le domaine de la santé, qui est tant de données objectives que ça. C'est d'accord? Prévision. On parle beaucoup de prévision, hein, mais c'est comme au niveau militaire. On dit que le plan, c'est la première victime du premier coup de feu. Parce que, en fait, Tout à fait, et en ouais. fait, C'est là où mais, tout est remis en cause. mais ça, mais oui, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire de plan. Parce que le plan vous aide à structurer votre pensée. Mais vous devez savoir qu'il y aura des contingences et que probablement les contingences vont être plus forts que votre pensée. Vous allez garder votre cap, idéalement, mais vous pouvez le changer aussi. Ça peut, parce que voilà. Et comme disait De Gaulle, la guerre est contingence et sur les contingences que l'on bâtit l'action. Eh bien, c'est pareil. On définit un cadre stratégique et ensuite vous allez saisir les opportunités et évoluer. Le deuxième point très important, à mon avis, c'est que votre seul, enfin, la vraie richesse d'une entreprise, c'est sa ressource humaine, au sens des compétences, des gens, des individus. Ça, par contre, moi, nous, on le sait, hein, dans les armées, que si on perd certaines compétences, on ne remontera jamais la pente. Et D'accord. ça, je pense que c'est à préserver à tout prix. Et cette ressource, si elle est bien managée, c'est elle qui va peut-être probablement vous aider à trouver des solutions que le patron ne peut pas trouver seul, les solutions à vos difficultés. Et dernier point, peut-être, dire que il y a des opportunités partout. Éviter d'avoir une seule option en tête. Saisir les opportunités quand elles se présentent. Peut-être fondées sur l'intuition de ce côté-là. Et il faut s'écouter soi-même, donc bien se connaître, s'écouter. Et puis, quand on sent que ça va pas aller, il faut pas s'entêter. Encore une fois, c'est une maxime de montagnard. C'est pas, Oui, voilà, parce savoir que là, renoncer. Savoir renoncer, c'est un des points oui, fondamentaux de la montagne. oui, oui, Attends, pour renoncer, il attends. faut savoir renoncer, il faut savoir varianter. Voilà un peu ce que je dirais. Maintenant, il faut être peut-être le dernier point là-dessus. Attention, soyez lucide. Aucune naïveté. Dans le monde économique, c'est la guerre économique, c'est une chose, mais aucune naïveté par rapport à nos adversaires. Pour ceux qui sont sur des segments sensibles, qui ont des concurrents agressifs, protégez-vous dans le domaine cyber, protégez vos données, euh, protégez vos activités, protégez peut-être aussi votre ressource humaine la plus sensible, votre informatique. Voilà, ne soyez pas naïfs sur ce qui se passe. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très vulnérable. Souvent, on a l'impression qu'on est assez protégé. Et effectivement, nos données sont notre richesse en entreprise. Donc, enfin, il y a l'humain, certes, mais l'importance des données est devenue capitale aujourd'hui. Et ça fait partie des choses qui doivent être protégées, ouais, effectivement.
Pour moi, le chef d'entreprise doit avoir en tête, bien sûr, il doit raisonner comme on raisonne nous militaires. Bien sûr, quel est son objectif, ça, ok, sur, qui sont mes concurrents sur le marché, quels sont mes atouts, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes ressources, bien sûr, euh, et comment j'attaque et comment je me défends. Hein, c'est qu'un chef d'entreprise est assez peu sur les questions de défense. Il est assez proactif, bien sûr, pour conquérir des marchés, mais il peut être une analyse assez déficiente de ses concurrents, ce qu'on appelle l'intelligence économique, et assez peu attentif à sécuriser ses biens, sa richesse, voilà, ses données. Bon, je me permets de, pour moi, chaque entreprise devrait avoir dans le volet de son plan d'action ou avoir quelqu'un qui conseille sur les questions de sûreté, sécurité. Pareil Ben, aujourd'hui essentiel dans le monde actuel. ouais, c'est un excellent conseil et on va le faire suivre effectivement à tous nos partenaires et tous nos clients dirigeants. On va arriver au bout de cet entretien. Je voudrais qu'on revienne à ce qui nous a fait démarrer, c'est-à-dire la montagne. Donc, vous, vers Annecy et moi à Briançon à l'époque. J'ai Eh oui, passé, oui. alors je n'ai passé que quelques mois parce que j'étais appelé, mais j'en ai gardé un excellent souvenir. Puis bon, passionné de montagne, forcément, Non. j'ai pas hésité très longtemps à partir à cet endroit-là. Alors, ouais, on parlait de la montagne. Moi, j'aurais presque étendu ça aux questions de jeunesse. Alors, même si nous, on n'est pas Et la oui, et voilà, c'était première. le dernier sujet que je voulais aborder, c'est ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut dire à notre jeunesse aujourd'hui par rapport à cette vision, ce qu'apporte la montagne, ce qu'apporte l'armée, enfin globalement ce que vous faites aujourd'hui. Oui, alors moi, ce que je voudrais d'abord dire sur la jeunesse française, moi, je suis pas un pessimiste sur la jeunesse française. Je suis inquiet du comportement d'une certaine partie de la jeunesse, malheureusement qui s'est traduite par les émeutes récentes que le pays a connues. Mais, ce que je remarque, et vous l'avez remarqué quand vous étiez appelé, je l'ai remarqué, c'est quand les jeunes sont, quand nous sommes bienveillants à leur égard. Je parle pas de ceux qui dérivent complètement, mais même eux, il faut être bienveillant. Sauf qu'il faut leur rappeler qu'il y a une autorité, y compris par la force. Ça, c'est un préalable incontournable. Mais moi, j'observe une jeunesse qui a envie de servir, qui a un sens collectif, paradoxalement. Elle est OK, mais elle a le sens des autres. On l'a vu au moment des attentats terroristes. On voit par rapport aux jeunes qui s'engagent dans les armées. On voit aussi dans son rapport à l'institution militaire où il n'y a pas d'hostilité, et même plutôt une adhésion. Euh, donc la jeunesse, la jeunesse française, j'y crois. Le problème que je vois aujourd'hui, et oui, pardon, et sur la question de cette mobilisation, c'est qu'elle est capable de venir dans des institutions comme les armées, et malheureusement, elle est capable de rejoindre aussi des groupes idéologisés, des ultras, que ce soit des ultras au sens politique du terme, depuis l'environnement jusqu'à l'ultra-gauche, l'ultra-droite, où elle peut rejoindre des groupes ultra-terroristes. Parce que l'islamisme, derrière l'islamisme même de Daesh, il y a une idéologie, il y a un sens. C'est pas le nôtre, c'est pas nos valeurs, absolument pas. Et or, les jeunes se retrouvent là-dedans. Le problème qu'on a dans notre société, à l'exception des forces armées, c'est qu'il n'y a plus, c'est que le sens s'est dilué. Pour plein de raisons, le sens s'est dilué. Il est très individué. Il est plus difficilement incarné par la République. Il l'est encore par les forces armées, plus difficilement par d'autres institutions qui sont traversées par différents courants, individualistes. Et mais les jeunes ont envie de servir et sont prêts à le faire. Ce que je pense en revanche, l'erreur que nous commettons collectivement, c'est d'avoir une approche descendante vis-à-vis des jeunes. Les jeunes manquent de confiance pour beaucoup. Il faut qu'ils C'est vrai. retrouvent cette confiance et qu'ils se disent qu'ils sont utiles, quel que soit leur profil. Qu'ils aient pas de diplôme ou qu'ils aient qu'ils aient fait normal sup, qu'on leur redise que tous ont de la valeur, sans exception, même ceux qui dérivent dans les banlieues. Ces mecs-là, ces gamins, il y en a plein qui sont courageux, qui sont super forts physiquement, qui ont plein d'intelligence. Alors elles sont utilisées à mauvais escient. Mais en fait, vous avez des vraies qualités. Un chef de gang, vous le mettez avec un uniforme chez nous, c'est un chef de guerre. Sauf qu'il fait la guerre contre nous aujourd'hui. C'est ça qui va pas. Ouais, Et c'est il un faut peu dommage. qu'on leur redonne. Non, mais
Eh oui, mais il faut qu'on leur redonne confiance en eux, en leur qualité, leur talent. Ils ont tous des talents. Et qu'on leur redise collectivement, mais on vous aime et on compte sur vous. Vous-même, c'est utile. Je terminerai là-dessus. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire pour montrer le fonctionnement de l'armée. En fait, c'est un système une mécanique de montre. Vous voyez, c'est une mécanique de montre. Une montre, c'est magnifique. Moi, j'en ai une là, des troupes de montagne qui est Riskers, qui est exclusive. Ben, dans cette montre, vous pouvez vous dire, cette montre, elle est, finalement, ce qui est important, c'est le cadran et les aiguilles. Vous êtes d'accord? A priori, oui. Sauf qu'à l'intérieur, il y a des toutes petites pièces. Il y a des toutes petites pièces. Toutes petites pièces, bah, c'est le gamin à la dérive aujourd'hui. C'est le gamin qui n'a pas de diplôme, qui a quitté l'école et qui tire des bras d'honneur aux forces de police. Bah, dans le système militaire, ce gamin, s'il vient chez nous, il a un avenir et il a une utilité. Il est mécano, il est peut-être soldat avec son fusil d'assaut. Vous savez, c'est Albert Roche, le premier soldat de France du 27e BCA. Premier soldat de France Mm. qui n'était pas apte physiquement à rejoindre, que l'armée ne voulait pas incorporer, pourtant c'était en 14, qui a fait plus de 1000 Allemands prisonniers, Légion d'honneur. Pour le maréchal Foch, c'était le premier soldat de France. Alors, il n'avait aucun niveau intellectuel. Euh, il a été même, il a eu des jours d'arrêt parce qu'il était indiscipliné. C'est le premier soldat de France, Albert Roche. Et ben c'est ça en fait la France. Et c'est ça nos jeunes Français. Et moi, j'y crois beaucoup. Et dans l'armée, on sait qu'un tout petit mécanisme qui manque à tout quelle que soit la fonction sociale que vous ayez, eh bien, ça ne fonctionne pas et vous allez à la catastrophe. Et donc, nous, notre message, et c'est ce que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, m'a demandé de travailler, c'est cette forme de remobilisation des jeunes, notamment grâce à la journée défense citoyenneté, qui est une journée obligatoire entre 17 ans et 25 ans. Et cette journée, on veut la tourner et la transformer pour la moderniser, pour qu'elle soit vraiment tournée vers chaque jeune. Et que nous, alors c'est très court en une journée, mais on redonne espoir en eux-mêmes aux jeunes. Et moi, je suis sûr que si on leur redonne confiance, si on leur redit on vous aime, vous nous êtes utile, vous avez une énorme valeur, tout autant que vous êtes, je suis persuadé qu'ils œuvreront dans le sens de la collectivité. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de cet entretien. Je vous réitère un immense remerciement pour votre temps. Je sais que vous avez un agenda très chargé. J'en profite pour vous souhaiter à vous puis tous vos collègues dans la grande famille de l'armée d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez tous la possibilité de prendre un peu de repos avant de réattaquer Oui, oui. 2024 sur les chapeaux de roue. Je vous laisse le mot de la fin, général. Oui, ben, en tout cas, merci à vous, de cet échange. Pour moi, il est indispensable de pouvoir communiquer avec nos concitoyens euh, et d'échanger sur notre vision, voilà, de la France et des questions de sécurité et de défense nationale. En tout cas, je vous remercie. Bravo à tous, bravo à vos auditeurs aussi, hein, tous ceux qui sont à l'œuvre dans le monde économique, sans lequel nous ne créerions pas de richesse. Mais je rappelle aussi que les armées contribuent à cette création de richesse indirectement en défendant, en vous défendant et en défendant notre pays. Et en tout cas, merci également. Et puis, meilleurs vœux à toutes et à tous. Merci beaucoup, général, et bonne continuation. Merci, Ouais, chers auditeurs. ouais. Allez-y, je vous en prie. Non, non, je vous en prie, merci à vous. Donc, je disais juste pour nos auditeurs, donc l'armée, vous savez où la trouver. En ce qui nous concerne, retrouvez donc, toute l'activité d'Adinvest Network sur notre site internet www.adinvestnetwork.com. Merci et passez de bonnes fêtes.